Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Un forum pour la jeunesse est organisé ce mercredi ici en Petite-Terre, une action initiée par les médiateurs intercommunaux sur le terrain pour lutter contre la délinquance. Sont ciblés les jeunes âgés entre 16 et 25 ans en situation de précarité, but rechercher trouver une solution à leurs problèmes d'errance par des réponses personnalisées. Hachim Seydachim et Assad Razafitse. C'est un projet de réinsertion de jeunes en situation précaire. Lancé depuis 2 mois, cette action est partie d'un constat des médiateurs intercommunaux de la Petite-Terre, un constat de jeunes désœuvrés, délaissés et sans repères. Ce projet-là est né du fait que nous, dans notre métier, tous les jours, on voit des jeunes qui sont dehors, mais qui n'ont rien à faire. Donc nous, on s'est dit que mettre ce projet en place, ça serait un début pour leur permettre d'intégrer soit des formations ou un circuit professionnel. Donc on s'est dit qu'on va mettre le projet en place, éviter des structures qui sont spécialisées pour ces jeunes-là, qui pourront les suivre et mieux les insérer. On n'avait pas établi un contact de confiance ni de communication. Parfois ils nous insultaient, parfois ils nous traitaient de pitskill parce que c'est notre surnom aussi. Donc du coup, au fur et à mesure, on n'a pas laissé tomber, on est allé vers eux, on leur proposait des choses, etc., jusqu'à qu'ils acceptent. 8 partenaires sur 15 invités ont répondu à cet appel à l'insertion de jeunes en situation d'échec. Organisé à l'ACL de l'Abattoir, le Forum de la jeunesse fermera ses portes cet après-midi à 16h. Les finances publiques au cœur d'une conférence organisée ce matin à Doujani dans le chef-lieu par les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte, l'occasion de présenter un état des lieux des collectivités de notre département. Élus et cadres des directions générales ont partagé leur expérience. Sur les enjeux de cette conférence, les présidents des chambres régionales des comptes s'expriment au micro de Gervais Nietzsche et Daniel Abdou. Les finances publiques sont un véritable enjeu parce que les finances publiques sont contraintes et qu'il faut essayer, à niveau constant, de pouvoir gérer mieux. Les finances publiques sont contraintes, ça veut dire quoi pour le cas de Mayotte? Finances financières contraintes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent public devient de plus en plus rare et donc l'objectif, c'est de l'employer de la meilleure condition facile, de manière à faire avec 100 € peut-être des dépenses de 110 €. Au vu des opérations, des choix qui sont faits, il y a des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire les mêmes opérations en dépensant moins d'argent ou en s'organisant mieux ou en structurant certaines situations ou enfin en optimisant des achats par des marchés publics. Dans le domaine socio-économique, avec les nouvelles négociations menées par les partenaires sociaux sur la réforme assurance chômage, et une fois de plus, les discussions s'annoncent ardues. Syndicats et patronats se réunissent à partir d'aujourd'hui pour tenter de fixer le calendrier des négociations. Des négociations pour réformer l'assurance chômage qui devront respecter la lettre de cadrage de l'État. Objectif, réaliser 3 à 3,9 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Une équation qui devrait mécaniquement voir les droits des chômeurs baisser. En contrepartie, les syndicats veulent taxer les contrats courts. C'était une proposition du candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, mais le MEDEF reste catégoriquement opposé à cette mesure. Si aucun accord n'intervient d'ici à janvier, le gouvernement reprendra la main sur le dossier et pourrait mettre un terme à la gestion de l'assurance chômage par les partenaires sociaux. Au chapitre purement économique, l'Assemblée nationale a procédé hier après-midi au vote de la première partie du projet de loi Finances. L'outre-mer est concerné par 2 articles de ce texte qui impliquent un véritable bouleversement fiscal. Le point avec nos confrères de Outre-mer, la première. Dans la dynamique des assises des Outre-mer, Annick Girardin annonce 170 millions d'euros annuels en plus pour le développement des territoires ultramarins. La ministre des Outre-mer trouve les 70 millions dans les poches de 4% des ménages qualifiés des plus aisés. Pour ce faire, sont revus à la baisse les plafonds des abattements fiscaux dans les 5 départements que sont La Réunion, Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Le gouvernement récupère les 100 millions restants à travers la transformation de la TVA non perçue. Les élus outre-mer, dans leur grande majorité, sont contre les réformes annoncées.
Ils annoncent une bataille contre le projet de loi de finances dans son volet Outre-mer jusqu'au Sénat. D'ores et déjà, le gouvernement a lâché du lest sur un point. Il maintient ses aides en faveur du logement insalubre Outre-mer. Et puis ce chiffre accablant, plus de 700 personnes sont victimes d'agressions gratuites au quotidien, d'où la réflexion et surtout l'inquiétude, notamment au niveau des forces de l'ordre. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Pour ce jeune homme de 25 ans, tout a basculé pour un sourire sur le parking de cette discothèque de Perpignan. Il est 6 h du matin, il s'apprête à rentrer chez lui après une nuit de fête. Alors je me positionnais ici et il y avait 2 autres personnes juste à côté, dont un qui m'a posé une question: pourquoi tu souris? Et j'ai dit pourquoi j'ai pas le droit de sourire, et de là c'est parti. De là en fait s'approche mon premier agresseur, me porte le premier coup. Tout le monde est arrivé en courant du parking. Une dizaine d'agresseurs qui m'ont porté des coups. Pendant 6 minutes, je me suis fait lyncher. 6 minutes d'un déchaînement de violence gratuite. Ces agresseurs lui portent une centaine de coups de poing et de pied. Pour nous prouver la violence des faits, ils nous montrent cette photo de lui défiguré. Bilan, un traumatisme crânien, des dents cassées et de multiples hématomes. 3 ans plus tard, les blessures physiques ont disparu, mais il a mis des mois avant de se reconstruire. Pendant 6 mois, j'ai été dans le mal où je me posais des questions. Pourquoi moi? Du coup, je me suis totalement renfermé. Je ne suis plus sorti. Donc j'étais dans une espèce de dépression en fait. Le jeune homme décide de porter plainte. 2 de ses agresseurs ont été condamnés à la peine maximale dans ce type d'affaires. 5 ans de prison ferme. Lynché pour un sourire, une cigarette refusée ou un simple regard. Comme lui, près de 170 000 personnes ont été victimes d'agressions gratuites sans aucun motif crapuleux depuis le début de l'année. Une augmentation de 7,7% en un an, qui comprend aussi les violences domestiques. Selon ce spécialiste, les raisons sont multiples. Première explication, les gens vont déposer beaucoup plus plaintes qu'auparavant, c'est ce qu'on appelle une meilleure révélation des faits. Deuxième explication, une moindre tolérance de la société par rapport à certains actes qui ont été banalisés. Par exemple, des comportements incivils sont moins supportés, ce qui peut amener des réactions agressives de la part de certaines personnes. Mais parfois, ces agressions débouchent sur des drames. 134 morts depuis le début de l'année, le plus souvent dans des conflits banals. Parmi eux, Adrien Pérez, tué alors qu'il s'interposait dans une bagarre devant cette discothèque de l'Isère en juillet. Ou encore Ali Unlu, battu à mort pour une place de parking en septembre. Le plus difficile pour les proches, admettre l'inexplicable. Comme pour les parents de Baptiste Jean-Jacques, 19 ans, tué de 23 coups de couteau par un voisin qui l'accusait de tapage nocturne. C'était le 15 septembre dernier. Il a interpellé mon fils par le bras. On lui a demandé si c'est lui qui avait fait du bruit. Mon fils dit non, et puis sans aucune explication, il a pris un couteau. Il n'y avait pas d'explication. On peut pas admettre ça, quoi. La douleur et l'incompréhension, d'autant que selon l'avocate de la famille, l'auteur présumé ne montrait aucun signe de dangerosité. On n'a pas affaire a priori à quelqu'un qui était connu des services de police. On n'a pas d'explication. Après, on en aura peut-être. Il faut aussi se préparer à ce que les explications qui soient données ne soient pas non plus satisfaisantes. Au mauvais endroit, au mauvais moment, cette famille demande aujourd'hui aux autorités d'agir pour tenter d'éviter de nouveaux drames. L'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien tué à l'intérieur de son consulat en Turquie il y a 3 semaines. Les dernières révélations sont dignes d'un film américain. L'un des auteurs soupçonnés dans ce crime crapuleux se serait déguisé en silhouette de la victime pour camoufler sa disparition. Suite à cet acte odieux, les États-Unis décident de révoquer les visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste Juliette Ago. Sur cette vidéo récupérée par CNN, cet homme vient de sortir du consulat saoudien d'Istanbul peu après la disparition de Jamal Khashoggi. Il porte la même veste, les mêmes lunettes que le journaliste et semble affublé d'une fausse barbe. Il pourrait passer pour le journaliste, ici à gauche de l'image.
L'homme se rend ensuite dans une mosquée, se change et selon la chaîne américaine, il abandonne ensuite ses affaires dans une poubelle. Selon les autorités turques, cet homme est un agent saoudien qui tente de faire croire que le journaliste est bien sorti vivant du consulat. Le président américain Donald Trump dénonce une opération de dissimulation des Saoudiens. En représailles, la Maison-Blanche révoque les visas de 21 Saoudiens impliqués. De son côté, Riyad évoque une rixe ayant dégénéré et tente d'apaiser les esprits. Convoqué par le prince Mohammed Ben Salman, le fils de Jamal Khashoggi, ici à gauche de l'image, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter les condoléances du royaume. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos programmes avec le 12-14 et nos confrères de la radio. Passez un agréable après-midi.